pouvoir démarrer sur le sujet, du coup, sur le conflit israélo-palestinien, une solution à deux États est-elle toujours possible? On vous écoute. Merci beaucoup. Question centrale, question qu'on me pose depuis des années. Une question d'ailleurs en général assortie de manière bien moins humble et modeste que votre propre présentation très, très claire, assortie d'une réponse assez péremptoire, consistant à dire c'est foutu. C'est à peu près ce que j'entends systématiquement depuis maintenant pas mal d'années, soit de la part de gens qui ne connaissent pas bien le conflit, et on ne peut pas, ma foi, connaître tous les conflits, et on ne peut pas connaître tous les métiers. La géopolitique, c'est un métier, et le Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien en particulier, c'est un dossier très lourd, très important, très complexe. Bon, soit par paresse intellectuelle, soit enfin par extrémisme. Hein. On a encore malheureusement, je dois le dire, alors pas parmi mes étudiants, mais il y a notamment en France des gens qui cumulent d'ailleurs incompétence et extrémisme, hein, consistant à dire, et c'est mon introduction, si vous voulez bien, consistant à dire, de toute façon, alors selon le bord, bien évidemment, auquel ils appartiennent respectivement, de toute façon, les Palestiniens, ce n'est pas un peuple, ce sont des Arabes et pour la grande majorité d'entre eux, des musulmans comme les autres, ils finiront par se lasser et s'ils ne sont pas contents, ils peuvent rejoindre l'un des 21 autres États arabes existants sur la planète. Bon, et ça c'est un fantasme hein, de la part de gens qui ne comprennent pas à quel point les Palestiniens ne partiront pas et à quel point les Palestiniens ont développé tout au long du XXe siècle, et notamment à la fin du XXe et début XXIe, une vraie conscience nationale. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence que j'aime bien rappeler de la part de quelqu'un qui a fait beaucoup de terrain et qui parle les langues locales, hein, à savoir votre humble serviteur quand même. Hein. De l'autre côté, le fantasme à peu près parallèle consiste à dire, et je l'entends malheureusement encore trop souvent, non mais de toute façon, les Israéliens, c'est un peu comme les croisés, ils sont là depuis 100 ans, puis ils finiront par repartir dardard, et les Juifs ne sont qu'une religion. Bon, mais ça, c'est parfaitement stupide. C'est ne pas connaître du tout à la fois le mouvement sioniste, c'est-à-dire le nationalisme juif, pour faire très très court, et puis surtout la population israélienne et les institutions et l'esprit de l'État d'Israël qui découle du sionisme depuis au moins 48. Les Israéliens ne correspondent pas à une espèce de village colonial installé au fin fond d'une brousse d'un continent lointain dont ils pourraient repartir à la faveur d'un traité de paix entre grands. C'est pas comme ça que ça marche. Donc du coup, on a affaire à deux populations qui disposent et qui entretiennent un niveau de conscience en quelque sorte, alors respectivement national, assez fort, voire très fort, qui, comment dirais-je, qui constitue une masse démographique, le mot n'est pas très joli, je l'emploie quand même, relativement conséquente, et qui ne partiront pas. Alors, vous voyez, c'est presque un premier élément de réponse, hein, mais je conclus avec ces éléments introductifs. On ne peut pas, par paresse intellectuelle, je le répète, ou par volonté de ne pas reconnaître la légitimité, ou en tout cas la réalité des représentations de l'autre avec un A majuscule, et dire de toute façon la solution à deux États, ça n'a pas de sens parce que tout ce qu'on vient de dire, si ça a un sens, et j'ai même envie d'ajouter qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives à la solution des deux États. À partir du moment où vous avez une conscience nationale forte chez une partie du peuple juif, et en l'occurrence une partie aujourd'hui très importante, et même dans les prochaines années majoritaire dans l'absolu. Hein, dans quelques années, si ce n'est déjà fait, la majorité absolue des juifs du monde entier vivront en Israël. Bon, et ce n'est pas un hasard. Et c'est une tendance démographique lourde. Et de l'autre côté, donc, ce n'est pas crédible ou sérieux de considérer que puisqu'aujourd'hui les rapports de force sont ce qu'ils sont et que l'évolution géopolitique de la région est ce qu'elle est, au fond, puisque les Palestiniens n'intéressent le plus grand monde, y compris d'ailleurs au sein du monde arabe, on l'a bien vu, je pense qu'on pourra y revenir, la solution des deux États, ça ne sert plus à rien. Bref, vous l'avez compris, je pense. Je suis très favorable à cette solution pour des raisons à la fois politiques, éthiques, morales, mais au fond, pour des raisons également géopolitiques. Je suis quelqu'un qui s'attache pas mal à la notion d'État-nation. Alors bien évidemment, dans un cadre démocratique, mais l'infranational, le communautaire, le tribal, le clanique, très franchement, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas, et plus précisément, dans une partie importante du monde arabe, dans une partie importante du monde subsaharien, je veux parler de l'Afrique subsaharienne, dans certaines zones d'Asie également, on voit que l'infra-État-nation fonctionne en réalité extrêmement mal et parfois aboutit aux pires catastrophes. Bref, à mon avis, il doit y avoir
une solution à deux États. Ça ne signifie pas que la solution à deux États est la panacée. Ça ne signifie pas qu'elle assurera à coup sûr, de manière absolument évidente, la paix des cœurs, comme la prônait feu Shimon Peres dans la région lors des années, dans les années 90, des années qui ont marqué les accords d'Oslo. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes seront réglés, mais je pense que c'est un viatique ou un biais, hein, la solution aux deux États indépendants, qui me paraît la moins mauvaise des solutions. Voilà, tel est mon credo. Alors maintenant, et j'ai toujours dit et écrit, contrairement aux caricatures grotesques de certains contempteurs, en général parfaitement incompétents. Maintenant, votre question. Cette solution à deux États, dont je rappelle qu'elle est officiellement toujours prônée par l'ONU. Hein. Et attendez, j'insiste, non seulement par l'ONU, mais officiellement des deux côtés, par l'autorité palestinienne légale et légitime internationalement reconnue de Mahmoud Abbas, et de l'autre côté, par le gouvernement israélien, alors en dépit de politiques qui sont souvent en contradiction avec ces propos, mais officiellement, hein, et depuis au moins le plan de partage onusien du 29 novembre 1947, la partie sioniste puis israélienne accepte la solution des deux États. Et c'est vrai jusqu'à Netanyahou, qui au début du premier mandat de Barack Obama, ça commence déjà à remonter, avait officiellement, clairement reconnu que c'était la perspective qui prévalait pour Israël. Et donc, je le répète, pour l'autorité palestinienne, c'est aussi, bien sûr, la perspective officielle. Je laisse de côté le Hamas palestinien parce qu'il n'est pas reconnu par la communauté internationale comme interlocuteur légitime, et pour cause, c'est un mouvement islamiste radical, extrémiste, jusqu'au boutiste, qui n'a jamais joué autre chose que la politique du pire. Donc le Hamas, bien évidemment, souhaite détruire à la fois l'État d'Israël, sinon les Juifs de manière générale, sa charte étant parfaitement antisémite, et souhaite détruire aussi l'autorité palestinienne. Donc je laisse le Hamas, qui s'est emparé par la force de la bande de Gaza en 2007, au détriment de l'autorité palestinienne, je laisse de côté. Maintenant, est-ce que c'est encore possible? Alors, très concrètement, si on regarde une carte de la Cisjordanie, ce que les Israéliens appellent souvent la Judée-Samarie, Cisjordanie, les territoires palestiniens conquis donc par Israël en 67, hein, entre la ligne verte et le Jourdain, on voit une grosse centaine d'implantations israéliennes. Ces implantations israéliennes, elles sont nourries, notamment fiscalement. Elles sont encouragées par des gouvernements, alors d'abord par quelques gouvernements travaillistes dans les années 70, mais enfin ça fait très longtemps, et par les gouvernements Likoud, donc nationalistes, à tendance religieuse, en tout cas alliés à des partis religieux, ces dernières années. Bon, alors là encore, la question est la suivante. Si on se base sur cette carte-là, la carte des réalités actuelles, politiques, démographiques actuelles, la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël est extrêmement difficile, quasiment impossible. Enfin, impossible n'est pas un terme très, très géopolitique, mais enfin, en tout cas, c'est extrêmement difficile. Et là, j'y reviens, un certain nombre d'observateurs de dire, bah oui, c'est foutu, on ferme la carte et on n'en parle plus. Bah si, on laisse la carte ouverte et on en parle. Parce que les négociations qui ont débuté très officiellement avec les accords d'Oslo de 93, d'ailleurs ça avait commencé un petit peu avant, mais enfin en tout cas, entre, on va dire, le mainstream palestinien, le leadership palestinien naguère dirigé par Yasser Arafat et les gouvernements israéliens successifs, bah, ces négociations, elles ont pour but quoi? Non pas de refermer une carte qui ne plaît pas, en disant bah, c'est foutu et on passe à autre chose. Mais non, c'est justement d'aboutir à une perspective, à un cadre. Okay, et ce cadre de négociation doit aboutir en principe lui-même à l'application, enfin à la découverte, et puis à l'application d'un accord de paix. Autrement dit, sur la carte actuelle, ce serait extrêmement difficile. Rien ni personne n'a jamais affirmé que la carte de la Cisjordanie ou du bloc Israël-Cisjordanie, on pourrait aussi ajouter le plateau du Golan actuel et Jérusalem-Est actuel, c'est la fin des fins. C'est à partir de ça que oui ou non, il doit y avoir un État. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. On doit négocier. Et les négociations ont été menées très, très densément, hein, sous l'égide de l'ONU et des Américains dans les années 1990, avec les accords d'Oslo. Alors ensuite, bon, je ne refais pas l'histoire parce que ce n'est pas l'objet de cette intervention, mais il y a eu beaucoup de difficultés, d'obstacles, d'avanies, de violence. Bon.
bien sûr, dans les années 2000, et par manque de volonté politique, par manque de moyens institutionnels et diplomatiques, mais j'insisterai surtout sur l'absence de volonté politique de la part des grands, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. On n'a pas réussi à aller réellement plus loin. La dernière fois qu'on a vraiment négocié, c'était sous Obama, qui avait dépêché John Kerry, son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, dans la région pour une tournée. Si ma mémoire est bonne, c'était en 2013. Bon, ça a échoué. Donc depuis, effectivement, depuis 7 ans, malheureusement, il n'y a plus réellement de négociation. Ça ne veut pas dire qu'on est hors processus de paix, mais ça veut dire très concrètement qu'il n'y a pas de négociation au quotidien. Bien. Mais encore une fois, on s'inscrit dans une perspective. Alors, je ne sais pas ce qui se passera, et je passe à mon deuxième point, je ne sais pas ce qui se passera avec Joe Biden s'il prend réellement, enfin, la présidence des États-Unis. Mais enfin, il y aura de toute façon forcément un peu plus de sérieux, ce qui n'est pas très, très compliqué quand même, que le sérieux avec lequel le président sortant aura géré non seulement cette question, mais de manière générale les affaires internationales. Bien. Donc, plus de sérieux, ça veut dire sans doute plus de volonté, précisément, d'encourager les deux parties, alors d'encourager plus ou moins fortement les deux parties à remettre un processus de paix sur les rails. Bien, on verra ce qui se passera. À court terme, je suis assez circonspect. À moyen terme, je suis plus optimiste. Tout ça, c'est le premier point. Je le résume, c'est pas parce que la carte de la zone concernée aujourd'hui est extrêmement compliquée qu'on ne peut pas aller à la solution des deux États. Deuxième point, cette fois-ci, c'est en guise de rappel historique. Un rappel historique à ceux qui me disent « mais ça ne pourra pas se faire », ce qui est de l'ordre de la supputation pure. Je réponds par des faits. Je réponds par des faits historiques, et pas n'importe lesquels, vous en conviendrez. 1967, lors de la guerre des 6 jours, Israël s'empare non seulement donc de la Cisjordanie ou Judée-Samarie, plateau du Golan, Jérusalem-Est, mais aussi de l'intégralité de la péninsule sinaïtique égyptienne. Bien, il n'aura échappé à personne qu'en 1978, un accord de paix est trouvé, les accords de Camp David entre les États-Unis, Israël et l'Égypte. Bon, accord définitivement signé en mars 1979. Eh bien, en vertu de cet accord de paix tripartite, je rappelle qu'il est tripartite, États-Unis, Israël, Égypte, en vertu de cet accord, le gouvernement le gouvernement israélien en 1982 évacue l'intégralité des un peu plus de 3000 Israéliens, 3000 colons israéliens installés dans le désert du Sinaï, sur 8 implantations. Alors, on me dit, mais 3000, c'était pas beaucoup, 8 implantations, c'est pas beaucoup. Mais c'est totalement subjectif. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça ne veut rien dire du tout. Ce que je sais, et ce qu'on sait parfaitement de la société israélienne et du gouvernement israélien de jadis, c'est que c'était extrêmement difficile pour l'opinion publique israélienne de renoncer à ces implantations. Pourquoi ? Évidemment, c'était très, très petit quantitativement et qualitativement. Pourquoi ? Parce que le désert du Sinaï, des soldats israéliens y avaient été tués en 1948, en 1956, en 1967 et en 1973. Vous voyez, d'un point de vue sociétal, en quelque sorte, et presque affectif, le Sinaï, c'était beaucoup pour les Israéliens. Et puis, le Sinaï, c'était le pétrole. Et puis, c'était la profondeur stratégique. Et puis, c'était le tourisme. C'était pas rien, le Sinaï, tout de même. En 2 semaines, le gouvernement israélien, en place en 1982, évacue, ce qui était normal, ce qui était prévu, la totalité des colons de ces 8 implantations. En avril 1982, il n'y a plus personne dans le Sinaï. Qui est Premier ministre à l'époque ? Je vous le donne en 1000. Menachem Begin. Ah, si vous voulez, Begin n'était quand même pas considéré comme une colombe absolue. C'est le moins qu'on puisse dire. Begin avait fait partie de la résistance aux Britanniques, on va appeler ça comme ça, en tout cas, avait dirigé l'un des groupes, l'Irgun, pour ne pas le nommer, militaires, les plus politico-militaires, les plus durs contre l'occupation britannique de la Palestine jusqu'en 1948. Il dirigeait le Herout puis le Likoud, donc le grand parti nationaliste israélien, et Begin, lors de sa première campagne électorale en 1977, qu'il avait menée au pouvoir, lui qui serait réélu en 81, Begin avait dit dans sa campagne électorale, Urbi et Orbi, il avait dit formellement, je passerai mes vieux jours à Yamit. Yamit, c'était la principale implantation israélienne du Sinaï. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'il ne toucherait pas, lui, élu Premier ministre, il ne toucherait pas à la souveraineté israélienne sur le Sinaï. Que fait Begin ? J'ai envie de citer Max Weber, que je cite souvent, il est passé de l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité. La paix avec l'Égypte, c'était quand même sous garantie américaine,
extrêmement important, c'était précieux. Eh bien, la mort dans l'âme, peut-être, sans doute, hein, Begin a quand même décidé. Et il a emmené avec lui le Likoud et une grande partie de l'opinion israélienne, y compris de la gauche, qui n'était pas forcément toujours très, très réceptive au fait de céder le Sinaï, même pour la gauche israélienne. Et sans Milchemet Achim, c'est-à-dire sans guerre civile, sans qu'il y ait le moindre coup de feu tiré entre soldats israéliens ou soldats et colons, il n'y avait plus, en 2 semaines, sous un gouvernement Likoud, de droite nationaliste, dur, il n'y avait plus une implantation dans le Sinaï. Certains me diront, ouais, mais d'abord, ce n'était pas beaucoup, mais surtout, la paix avait été signée avec un État, l'Égypte. Bon, alors c'était plus facile. OK. Alors moi, je vous donne un deuxième exemple. Là, ce sont des faits, ce n'est pas de la supputation. Nous sommes en 2005. Qui est au pouvoir en 2005 en Israël? C'est Ariel Sharon. Alors bon, Ariel Sharon, on ne va quand même pas là non plus me dire qu'à l'époque, il était considéré comme une colombe définitive. Ariel Sharon, qui d'ailleurs avait été le ministre de la Défense du même Menachem Begin, considéré comme un faucon. Bien, Sharon est Premier ministre en 2005, il est élu en 2001, mais il est toujours donc en 2005 Premier ministre, jusqu'à son AVC de janvier 2006, si ma mémoire est bonne. Donc, Sharon, c'est lui qui va décider d'évacuer unilatéralement la bande de Gaza. La bande de Gaza, ce n'est pas le Sinaï. D'abord, la bande de Gaza, c'est considéré par les religieux, israéliens et autres, comme faisant partie du précepte territorial d'Eretz Israël. Bien, donc la terre promise, la terre sainte, pour faire extraordinairement court. Et à ce titre-là, même si la démographie était la densité démographique palestinienne était absolument écrasante par rapport aux 8000 cette fois-ci, 8000 Israéliens implantés dans la bande de Gaza, si vous voulez, c'était malgré tout considéré comme un territoire sacré à ne pas céder. Ça, c'est pour la dimension ou le secteur religieux, en quelque sorte, des Juifs d'Israël et d'ailleurs. Mais ce n'était pas tout. La bande de Gaza était considérée comme, notamment par Sharon, comme une monnaie d'échange éventuelle à terme, face à, dans le cadre de la création justement d'une solution à 2 États avec un futur État palestinien. Et Sharon, en pleine deuxième intifada, pensant sans doute que d'un point de vue stratégique, économique, diplomatique et démographique, c'était de toute façon perdu pour perdu, Sharon décide de se retirer de la bande de Gaza. Je ne parle pas de la gauche israélienne. Et là, on n'est plus sur 3000 colons, on est sur 8000 Israéliens. Non pas sur 8 implantations, mais sur 20 implantations. En 2 semaines, même s'il y a davantage de crispation, il y a des crachats et des coups de poing. Mais enfin, il n'y a toujours pas de guerre civile en Israël. La majorité de la population israélienne, dans toutes les enquêtes d'opinion réalisées à l'époque, est favorable au retrait total de la bande de Gaza par Ariel Sharon. Et en 2005, fin 2005, fin de septembre 2005, il n'y a plus une implantation israélienne. Il n'y a plus un Israélien installé, implanté dans la bande de Gaza. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire maintenant? Et depuis des années, on va me dire oui, mais c'est particulier parce que Gaza, c'était quand même petit, ou c'était excentré, ou il y avait un peu plus d'1 million de Palestiniens, donc c'est difficile. Mais à chaque fois, j'entends à nouveau les pessimistes patentés ou professionnels me dire, mais ces exemples-là, ils étaient particuliers, oui, enfin, sauf que chaque cas de figure est par définition très particulier, et il s'inscrit dans un contexte particulier. Mais attention, l'en Cisjordanie, là, c'est vraiment impossible. Il n'y a pas d'impossibilité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pratiquement pas. Et là, j'ai donné 2 cas de figure qui établissent, qui démontrent rétrospectivement que lorsqu'un gouvernement israélien, fût-il nationaliste, trouve un intérêt particulier, quel qu'il soit, ou s'inscrit dans un contexte qu'il analyse comme étant finalement plus compliqué que prévu et qu'il faut pour renforcer finalement la sécurité ou la prospérité de l'État d'Israël, en tout cas pour le bien de l'État, qu'il faut évacuer les implantations, il le fait. J'ajoute d'ailleurs un dernier point. Ce ne sont pas seulement 20 implantations de Gaza qui sont évacuées, parce qu'il y en a eu également 4, alors elles étaient toutes petites, c'est vrai, mais à l'extrême nord de la Cisjordanie, donc dans la région de Jenin, qui ont été également évacuées, toujours en 2005. Sans doute d'ailleurs pour démontrer à l'administration américaine, qui pourtant était très favorable à Israël, je rappelle que c'est Bush fils qui est au pouvoir
en Israël à l'époque, bon, il y a eu plus sévère comme président vis-à-vis de l'État hébreu. Sans doute pour démontrer qu'il ne s'agissait pas que de se, entre guillemets, débarrasser ou de se délester de la bande de Gaza, mais qu'on acceptait à terme aussi une négociation et une recomposition peut-être en Cisjordanie ou Judée-Samarie. Troisième et dernière partie, donc vous voyez, je pense que c'est, pour me résumer, c'est difficilement contournable parce qu'il n'y a pas d'alternative meilleure, et puis éthiquement, c'est une solution, sinon idéale, en tout cas la meilleure des solutions. Je résume la deuxième partie, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Les implantations ont déjà été évacuées en grand nombre, pas seulement sur un territoire, et pas seulement, et d'ailleurs, non seulement, je dis pas seulement, mais par des gouvernements plutôt nationalistes, voire très nationalistes. Et ma troisième partie est la suivante. Tout ne repose pas sur la volonté israélienne. Là, je vous parle à peu près que des Israéliens. Mais enfin, du côté palestinien, on a également de très graves problèmes. J'en pointerai deux. D'abord, il y a une division, une fitna, comme on dirait en arabe, extrêmement dure, grave, profonde, sans doute philosophique, au sens le plus fort du terme, entre le Hamas que j'ai cité tout à l'heure et de manière plus générale peut-être les mouvances islamistes chez les Palestiniens et ailleurs, et de l'autre côté l'autorité palestinienne. Et je vous parle de clivages très profonds qui grèvent la capacité des Palestiniens à se présenter à l'ONU ou à se présenter devant des gouvernements israéliens ou devant des gouvernements arabes ou devant le gouvernement français unis. On n'a pas du tout les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes stratégies. Je vous les ai résumés très rapidement tout à l'heure. Et l'autorité palestinienne est considérablement affaiblie, alors peut-être par l'opposition du gouvernement israélien ces dernières années, j'en conviens bien évidemment, mais c'est un gouvernement nationaliste, c'est ainsi, mais aussi par les menées, et souvent extrêmement violentes, du Hamas. L'autorité palestinienne qui prend le pouvoir à Gaza lorsque les Israéliens s'en retirent en 2005, pendant 2 ans, c'est elle qui gère Gaza. C'est plus Israël, il n'y a plus un soldat israélien dans Gaza, il n'y a plus un civil israélien dans Gaza. Et en 2007, qui chasse l'autorité palestinienne de la bande de Gaza? Ce sont d'autres Palestiniens, c'est le Hamas, de manière extraordinairement violente, entre nous soit dit. Bon. Donc, si vous voulez, cette politique du pire que j'évoquais tout à l'heure, elle n'a jamais cessé. Pourquoi? Parce que le Hamas est un mouvement fanatique consistant à vouloir éradiquer totalement Israël, sinon toute présence juive sur cette Palestine mandataire britannique, et en détruisant bien évidemment cette entité qu'elle considère comme traîtresse, faible et anti-musulmane, à savoir l'autorité palestinienne. Bon, écoutez, c'est quand même compliqué pour le président palestinien Mahmoud Abbas de gérer une situation, notamment diplomatique, avec en quelque sorte quelqu'un, votre entre guillemets frère, on va dire ça comme ça, qui vous plante des couteaux dans le dos en permanence. Bon, ça, c'est un point important du côté palestinien. Deuxième point, donc cette division permanente est extrêmement grave. Deuxième problème, lorsqu'un gouvernement israélien propose, alors c'est vrai que la dernière fois, ça remonte à quand même pas mal d'années, mais propose un plan de paix ou propose un cadre de négociation qui ne convient pas à l'autorité palestinienne, le mystère est le suivant pour moi, je vous le dis très très honnêtement, sans le moindre cynisme, je ne comprends pas pour quelle raison l'autorité palestinienne n'étant pas nécessairement d'accord, et on peut le comprendre, avec ce plan ou avec cette démarche ou avec ce cadre proposé, n'en contre-propose pas immédiatement un autre. Ça pour moi, c'est un mystère, et c'est un mystère d'autant plus difficile à résoudre que le rapport de force, et je conclurai dans un instant avec ça, en attendant bien sûr les questions, que le rapport de force, année après année, décennie après décennie, il évolue en défaveur de l'autorité palestinienne, des Palestiniens de manière générale. Et on l'a bien vu récemment avec la reconnaissance d'Israël par les Émirats arabes unis et Bahreïn. Bon. Donc, lorsque Trump publie au bout de 3 ans un plan, le deal du siècle, qui n'est pas deal du siècle et qui est deal de pas grand-chose, qui n'est à peu près, qui est ni fait ni à faire. Mais très bien, mais pourquoi l'autorité palestinienne ne contre-propose-t-elle pas quelque chose avec éventuellement l'alliance ou en tout cas le soutien d'un certain nombre de chancelleries, qu'elles fussent arabes ou pas, mais au moins contre-proposer quelque chose plutôt que de se draper en permanence dans sous une vertu qui peut-être existe, on peut toujours en débattre, mais enfin qui, du point de vue des rapports de force et de la géopolitique, devient de plus en plus ridicule. Enfin, c'est pas. Je pense que là, on a un véritable problème quelque part de gouvernance et de compréhension de l'évolution des rapports de force et de la géopolitique de manière générale. Bien. Donc,
s'ajoute à la division interpalestinienne que j'ai évoquée il y a un instant, hein, cette absence en quelque sorte de réalisme ou de pragmatisme. Hein. Il ne s'agit pas de tout accepter du partenaire ou de l'adversaire, ou des partenaires ou des adversaires, et certainement pas de tout accepter de M. Trump. Mais ce n'est pas le problème. Il s'agit d'essayer de contre-proposer. Hein. Et jusqu'à présent, je dois dire que là, on a affaire à une véritable faiblesse. D'ailleurs, beaucoup de Palestiniens le disent et me l'ont dit. À moi qui ai entamé ma thèse de doctorat consacrée à Jérusalem en 1993 et qui ai crapahuté dans la région depuis 1986 des dizaines et des dizaines de fois, beaucoup de Palestiniens, notamment de Palestiniens de la rue, parfois même des diplomates, des officiers, me l'ont dit à maintes reprises. Nous n'avons, nous Palestiniens, jamais eu notre Ben Gourion. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Ben Gourion, grand stratège, un fondateur, un proclamateur en tout cas de l'État d'Israël et directeur de l'organisation sioniste dans les années 30 et Premier ministre jusqu'en 63, et qui a été réellement un très grand stratège. Eh bien, des Palestiniens vous le disent, nous on n'a pas eu notre Ben Gourion. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Abou Ammar, alias Feu Yasser Arafat, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Mahmoud Abbas, mais ça veut dire qu'ils comprennent bien que sur le plan stratégique, c'est quand même pas la panacée. Enfin, dernier point, aujourd'hui, le problème est, me semble-t-il, le suivant, et je le dis et je l'écris depuis de nombreuses années, le conflit israélo-palestinien tend à devenir un contentieux. Notez bien, ce conflit a été relégué par les grandes chancelleries dans le monde, pas seulement par les Israéliens ou les Américains, mais par la plupart, sinon toutes les grandes chancelleries, au rang de simples contentieux. Naguère, il y avait un conflit israélo-arabe interétatique. Bon, jusqu'en 73, guerre du Kippour ou guerre d'octobre, bon, ça a été la dernière. Le Liban étant un cas un peu à part. Depuis, on a du terrorisme, des intifadas, on a de la, si vous voulez, mais avec le Hamas, le Hezbollah, c'est autre chose. Mais un conflit israélo-arabe interétatique, il n'en existe plus. Ça n'existe plus. Il faut être sérieux. En revanche, reste le noyau dur de ce conflit, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien. Bon, sur lequel on pourrait revenir là dans quelques instants si vous le souhaitez. Mais je vous dirais que ce conflit n'est plus représenté, n'est plus perçu, n'est plus vécu que comme un vulgaire contentieux. Sinon, pourquoi même Barack Obama, à la fin de son deuxième mandat, a semblé baisser les bras? Sinon, pourquoi Paris, qui a été en pointe pendant très très longtemps, alors on aimait ou on n'aimait pas, mais dans la tentative de résoudre, en tout cas d'apporter des éléments de résolution à ce conflit, semble baisser les bras depuis déjà plusieurs présidences. Pourquoi à Moscou, on s'y intéresse franchement pas du tout. Bon, Pékin est quand même encore très très loin de cette zone et de ce conflit. Bon, on n'en parle pas beaucoup en Chine, en Inde, au Brésil, etc. Bon. Mais au fond, regardez ce qui s'est produit il y a quelques semaines seulement de cela, cette reconnaissance par, cette fois-ci, des États arabes, alors riches, c'est plus la Jordanie et l'Égypte, et non frontaliers, et qui n'ont jamais connu de guerre avec Israël, donc les Émirats arabes unis et dans une moindre mesure Bahreïn, pourquoi, crânement, sans qu'il y ait un début de commencement de processus de paix sérieux israélo-palestinien, pourquoi ont-ils décidé de reconnaître Israël, sachant d'ailleurs, entre nous soit dit, qu'ils avaient déjà d'excellents rapports avec l'État hébreu, comme beaucoup d'autres pays arabes en réalité, et on le sait parfaitement. Mais vous voyez, là, officiellement, on a quelque chose quand même d'extrêmement nouveau. Pas parce que la cause palestinienne ou le conflit israélo-palestinien, je le répète, n'est plus qu'un contentieux. Alors, on le reconnaît comme tel, mais un contentieux, ce n'est pas urgent. Ce n'est pas urgent à régler. Déjà, un conflit, bon, beaucoup ne se règle pas ou on ne fait pas toujours les efforts suffisants ou nécessaires pour tenter de les résoudre. Mais alors, un contentieux local, alors là, bon, parce que je pense que les rapports de force les plus graves, les enjeux les plus importants sont perçus comme situés ailleurs. Et de plus en plus, je n'invente rien en le disant, mais je le dis avec force, de plus en plus, évidemment, en Asie, et notamment en Asie du Sud et en Asie orientale. Bon, donc, de ce point de vue-là, et à tous ces points de vue-là, je vous dirais, pour conclure ma partie un tout petit peu professorale, et je m'en excuse, mais que malgré tout, si la solution à deux États traverse une mauvaise passe depuis maintenant pas mal d'années, ce qui est parfaitement exact, ça ne veut pas dire qu'elle est définitivement impossible. Au contraire, enfin, je veux dire, rien n'est définitif. Rien n'implique ce caractère définitif. Deux, je vous le dis et je vous le répète, la question de l'eau, des frontières à négocier, des implantations, bien sûr, j'ai passé pas mal de temps dessus. Peut-être même d'ailleurs la question des cadastrales d'une partie de Jérusalem-Est. Je veux dire, ça se négocie. Et ça s'est déjà négocié et ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait.
Enfin, l'autorité palestinienne, elle ne sera pas toujours dirigée par M. Abbas, nécessairement. Hein. Il y aura un renouvellement dans le leadership et il y aura peut-être du côté israélien, mais peut-être aussi du côté palestinien, des leaders à la vision un petit peu plus, je ne sais pas comment vous dire, dotés d'une vision peut-être à moyen ou long terme, ou en tout cas plus favorable à une résolution voilà, de ce conflit ou de ce contentieux, mais qui passerait quand même par une double souveraineté. J'ajoute un dernier point. Il ne faut pas imaginer que la solution des deux États passerait nécessairement par une solution à deux États totalement souverains, tels qu'on peut les connaître généralement et tels que d'ailleurs l'admet la Charte des Nations Unies. Je veux dire par là que dans les négociations de 2000, 2001, encore à Aqaba, il y avait par exemple, et les Palestiniens en avaient accepté le principe, une démilitarisation de l'État de Palestine. Et on sait très bien, et les Jordaniens et les Égyptiens le souhaitent aussi, que si cet État un jour est créé, il sera assez largement, voire totalement démilitarisé. Est-ce que c'est pour cela qu'il ne sera pas un État souverain? Non, ce n'est pas exact, parce qu'il y aura des compensations par ailleurs. J'ajoute que sur le terrain, sur le plan géographique, et je suis assez bien placé pour en parler, les corridors, ça existe. Qu'est-ce qui est en train de se créer aujourd'hui, après plusieurs semaines de guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, sous l'égide de Moscou? Des corridors. Et le corridor ne correspond pas toujours à quelque chose de catastrophique ou négatif. Le corridor Danzig, c'est un concept parfaitement différent. C'est autre chose. Les corridors, ça existe et ça peut parfaitement fonctionner. Il peut très bien y avoir imbrication administrative, territoriale, un statut à la fois cadastral, mais également citoyen pour un certain nombre de citoyens qui vivraient au-delà d'une frontière, dont rien n'impose d'ailleurs qu'elle soit nécessairement fermée. Et ce sera mon dernier mot. Moi, je prône mais je pense que vous l'aurez compris, et d'ailleurs de manière générale, pas seulement dans la région, je prône plutôt en général l'État-nation sur ces alternatives institutionnelles. Mais je prône, et pour cause, par définition aussi, en même temps, la frontière. Vous savez, une bonne paix, je pense que ça se fait souvent, le plus souvent, autour d'une bonne frontière. Mais quand je vous dis bonne frontière, n'imaginez pas un père fouettard qui vous dirait là en ce moment, attention, on ne la franchit pas, sinon ça cogne. Pas du tout. La frontière n'a pas vocation à devenir un front. Une frontière négociée, et c'est là toute sa magie en quelque sorte, en tout cas toute sa sagesse, n'a pas vocation à être fermée. On la ferme si on considère que de part et d'autre, que pour des raisons sécuritaires, politiques, diplomatiques ou économiques, il faut la fermer. Mais rien ne l'implique, rien ne l'impose, cette frontière fermée, sur une paix froide. Rien n'impose qu'une paix soit froide. Mais pour conclure, je vous dirais, et vous connaissez, je pense, cet adage, et c'est vrai au Proche-Orient comme ailleurs, qu'il vaut toujours mieux une paix froide qu'une guerre chaude. Je vous remercie. Merci à vous, Frédéric Ancel. Alors, du coup, là, on va passer à la partie questions. Il y a déjà pas mal de questions sur le live. Donc, je vais essayer de vous les transmettre. Ensuite, j'aimerais peut-être, si j'en ai l'occasion, de réagir à ce que vous annoncez comme étant la fin du conflit israélo-palestinien et ce début d'un conflit vraiment très, très localisé au sein d'un État. On a une question de Hassen qui nous dit que finalement l'autorité palestinienne se satisfait assez bien du statu quo, puisque ça sert ses intérêts. Et il nous dit que l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas est mandatée par Israël, donc se satisfait de ce statu quo. Alors, c'est une bonne question en forme de remarque, et de remarque assez amère d'ailleurs, que j'ai entendue à maintes reprises. Je l'ai entendu de gens palestiniens, je l'ai entendu de gens israéliens, et je l'entends aujourd'hui de Français ou d'autres citoyens. Parce qu'au fond, il est vrai, il est parfaitement exact, Hassan a raison, que l'autorité palestinienne, d'abord, coopère de manière tout à fait constructive avec Israël. Enfin, je veux dire constructive. Aujourd'hui, on a affaire à un conflit ou à un contentieux de très, très, très basse intensité. Il y a très peu de victimes de part et d'autre, et ce bilan, alors je ne parle pas d'un bilan politique, je ne dis pas que c'est positif, le bilan politique, je ne dis pas que le statu quo est positif. Ce que je vous dis, c'est que le bilan humain de cette friction qui existe toujours, de ce conflit qui existe toujours quand même, il est extrêmement faible, et il n'a sans doute jamais été autant depuis de très, très nombreuses années. Pourquoi ? Parce que les services de sécurité israéliens et palestiniens coopèrent très fortement. Ce qu'on montre dans Fauda, c'est pas faux, c'est parfaitement exact. Il y a une vraie coopération. Alors, maintenant,
on a là une marge interprétative. Hassan peut considérer que c'est scandaleux parce que du coup, l'autorité palestinienne ne mène pas, au fond, le peuple palestinien à l'indépendance. C'est une remarque et c'est une critique qu'on peut parfaitement discuter, qui n'est pas illégitime. En même temps, on peut très bien considérer que cette autorité palestinienne a préféré, plutôt que la confrontation militaire dont on a vu avec Yasser Arafat et son prédécesseur, que pendant des décennies, finalement, elle n'a apporté que des catastrophes et rien de positif pour les Palestiniens. Pour le coup, alors là, la deuxième intifada, Mahmoud Abbas lui-même l'avait reconnu en prenant le pouvoir après la mort naturelle d'Arafat en 2004. Mahmoud Abbas l'avait dit, je me souviens, c'était dans le Figaro et dans pas mal d'autres journaux anglo-saxons, mais dans le Figaro, il l'avait dit, je le cite, la militarisation de l'intifada a été pour nous une catastrophe. Il n'a pas dit l'intifada a été une catastrophe, il a dit la militarisation, qui a été le propre de la deuxième intifada. Vous savez que la première n'était pas militarisée. Bon. Donc, de ce point de vue-là, l'autorité palestinienne a choisi résolument la non-violence. Et non seulement la non-violence, mais a choisi la coopération vis-à-vis de groupes extrêmement violents, qu'il s'agisse de groupes liés au Hamas, au djihad islamique ou autres. Et ça marche d'un point de vue humain, je dis bien, en termes de bilan humain. Bien. Est-ce que, finalement, ces gens-là s'en satisfont? Bon, il est bien clair que sur le plan social et économique, l'autorité palestinienne, et d'ailleurs une partie des Palestiniens de Cisjordanie, je pense notamment à Ramallah et dans une moindre mesure aux autres villes, ont bénéficié de cette espèce de statu quo et d'une progression économique, d'une croissance économique israélienne et d'ailleurs régionale pendant pas mal d'années, pendant une bonne quinzaine d'années. Ça, c'est vrai. Sur le plan social et économique, moi, je peux vous le dire, aujourd'hui, Ramallah ne ressemble plus du tout au Kfar, donc le gros bourg qui existait, assez pauvre, dans les années 70-80. C'est un peu la Tel Aviv israélienne, si vous me permettez. C'est absolument, la révolution, elle est tout à fait fondamentale à tous les niveaux. Est-ce que, je crois que c'est le fond de la question de la scène, est-ce que tout cela va permettre de déboucher sur la création sur la solution à deux États? Pas tout de suite. Il est bien clair que ce chemin qui a été choisi, qui a été pris par l'autorité palestinienne, n'est peut-être pas le plus rapide. Je ne sais pas, mais plus rapide, c'est une catastrophe. Le rapport de force n'était pas en faveur en tout cas des groupes palestiniens menant ou exerçant la violence contre Israël. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, même les États arabes n'en voulaient pas dire. Personne ne voulait de cette violence. Donc, je conclurai en disant que la question, elle n'est pas illégitime, elle est sévère vis-à-vis de l'autorité palestinienne, mais après tout, il n'est pas faux de constater que les caciques de l'autorité palestinienne vivent bien. Ils vivent très très bien. Ils ne sont pas à la tête d'un État, mais ils sont quand même à la tête d'une entité, c'est un OPNI, un objet politique non identifié, on va appeler ça comme ça. Je rappelle que la Palestine a été reconnue en 2011-2012 comme un État, mais État non membre de l'ONU. Bon, alors donc ils ont des prérogatives, pas énormément, ils en ont quand même, et notamment dans les villes où plus un soldat israélien n'intervient depuis maintenant de très très longues années. Je pense aux 7 grandes villes palestiniennes. Je peux pas être plus objectif. Je peux pas vous dire mieux. C'est une critique qui n'est pas infondée, sur laquelle on peut débattre. On a une autre question d'Amza qui nous dit que l'autorité palestinienne a plusieurs fois proposé des plans, des plans de partage qui étaient prêts. L'autorité palestinienne était prête à faire des concessions vis-à-vis d'Israël. Et il nous dit que finalement, est-ce que Israël demande des concessions, des compromis gigantesques aux Palestiniens, tandis qu'elle, elle n'en fait que des petits compromis. Alors, ça me fait penser à une autre question. En fait, est-ce qu'il y a une ligne rouge dans les négociations, à la fois pour, du coup, on va parler de Ramallah vis-à-vis du Hamas, du Fatah et d'Israël. Est-ce que chez les trois, il y a une ligne rouge dans les négociations qui fait qu'elles arrêteraient immédiatement les négociations pour une solution à deux États? Donc on pense à Jérusalem, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, deux questions en une. La première, deux questions centrales. La première, est-ce que l'autorité palestinienne a fait plus de concessions ou de compromis? C'est extrêmement subjectif. Extrêmement subjectif. Par exemple, prenons le fameux argument des 17%, 18% de l'ensemble de la Palestine mandataire britannique, certains disent 22%, qu'il resterait au futur État de Palestine après plusieurs découpages. Oui, enfin, si on prend la grande Palestine mandataire offerte, cédée par la SDN, la Société des Nations, à la Grande-Bretagne en 1921, oui, d'accord. Sauf que la Jordanie, très rapidement, dès 1922, a été découpée.
et de manière totalement illégale, entre parenthèses. Donc Londres s'est fait un allié de la Jordanie qui a été tout à fait découpé, c'est devenu la Transjordanie, et ce qui restait, c'est-à-dire la Palestine stricto sensu, c'est tout ce qui restait pour un partage. Maintenant, on peut aussi rappeler qu'en 1947, le 29 novembre 1947, j'évoquais tout à l'heure au début de mon intervention ce plan de partage onusien, donc ce vote à l'ONU, qui dit oui, qui accepte? L'organisation sioniste, autrement dit le futur État d'Israël. Qui dit non? Le Haut Comité pour la Palestine et l'ensemble des États arabes. S'ensuit la guerre. Seulement la guerre, elle est perdue, pour l'essentiel en tout cas, par le côté arabe. Qu'est-ce que vous voulez? Là, si vous voulez, dans la tradition des traditions, des lois de la guerre, vous refusez, vous faites la guerre, vous perdez, vous payez, quoi. Bon. Donc alors évidemment, moi je dis ça, je ne suis pas, c'est pas du cynisme, ça s'applique à l'intégralité des conflits depuis sans doute la très haute antiquité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer les choses, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer. Mais aujourd'hui, lorsque l'autorité palestinienne dit, mais attendez, on a fait plein de concessions, oui, enfin des concessions par rapport à quoi? Et, vous voyez, donc, les Israéliens ont beau jeu de rappeler, par exemple, que que l'État de Palestine n'a jamais existé. L'État de Palestine n'a jamais existé. Ça n'a jamais été un État dans l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un État de Palestine. Je vous l'ai dit depuis et répété. Je l'écris, je le dis depuis très très longtemps. Je l'ai toujours dit. Il faut qu'il y ait. Mais oui, mais d'accord. Mais l'argument palestinien consistant à dire mais redonnez-nous quand est-ce que nous allons redevenir. Non, vous n'avez jamais été. En tout cas, en tant qu'État. Bon. Donc, en réalité, la question de l'auditeur ou de l'internaute, elle est extrêmement subjective. Moi, je sais que, alors, très factuellement, la dernière fois que l'autorité palestinienne a proposé ou a contre-proposé quelque chose, c'était, je l'ai évoqué très rapidement, à Taba, en janvier 2001. Mais c'était trop tard. C'était trop tard parce que Yasser Arafat, en 2000, lors de ce fameux sommet de Camp David II, avec Barak, l'Israélien, et Clinton, l'Américain, mais qui achevait son deuxième et dernier mandat, il est parti en refusant les propositions de Barak. Alors, les Israéliens ont dit c'est vraiment trop bête parce que c'était des propositions super généreuses. Bon, en tout cas, c'est très subjectif là aussi. Moi, je pense qu'il y avait effectivement une vraie avancée côté israélien. Et Arafat est parti en claquant la porte plutôt que déjà sur place de contre-proposer quelque chose. Et janvier 2001, c'est déjà trop tard. Depuis, il y a eu quelques idées, quelques avancées, mais c'était vraiment picrocolin, quoi. C'était à mon avis trop petit. Et encore une fois, c'est pas pour stigmatiser Mahmoud Abbas, mais quand Trump publie enfin, et 3 ans de retard, son plan, bon, franchement, qui vaut ce qu'il vaut, mais il faut contre-proposer, parce que sinon, sur quoi on va négocier? Sinon, les Américains, en l'occurrence Trump, aura eu beau jeu de dire, écoutez, moi j'ai proposé, les uns ont accepté, c'est Israël, les autres ont refusé, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème, vous voyez. Alors, sur la deuxième question, les lignes rouges. Alors, ce qui est vachement intéressant en géopolitique avec les lignes rouges, c'est que parfois elles deviennent oranges, ou elles deviennent violettes. C'est-à-dire que, et je ne suis pas daltonien, c'est-à-dire que ligne rouge au commencement d'une négociation, mais ça, qu'est-ce que vous en avez comme ligne rouge? Évidemment, par définition. Et je n'ai jamais fait de commerce, mais je pense que ça procède un peu du même phénomène. Donc, on commence avec des exigences très importantes, en affirmant que ceci et cela, on n'y touchera jamais de sa vie, et on finit avec un Menachem Begin qui donne l'intégralité de la péninsule du Sinaï en ne gardant pas 1 mètre carré, pas 1 mètre carré du Sinaï. Bon, ce qui, à l'époque, quand il est arrivé au pouvoir, eût été absolument, illusoire. Bon, finalement, ils l'ont fait. Mais soyons honnêtes, mettons-nous peut-être du côté palestinien au début des accords d'Oslo. Je me permets de vous rappeler et de rappeler à nos internautes que dans les accords d'Oslo, le mot d'État, ils sont publiés partout dans toutes les langues, le mot État palestinien, ces 2 vocables accolés, État palestinien ou État de Palestine, n'existe pas. Ce n'est pas du négationnisme. Lisez, relisez les accords d'Oslo. Parce que pour le gouvernement Rabin Peres, à l'époque, c'était une ligne rouge absolue. Maintenant, est-ce qu'Arafat n'a pas franchi l'une de ses propres lignes rouges en acceptant que l'État de Palestine ne figure même pas comme perspective au terme de ces accords? Or, l'idée générale, vous savez, c'est toujours pareil, il y a l'esprit des lois et puis il y a la lettre. Bon, il y a le monde tourne autour de la lettre et l'esprit. L'esprit d'Oslo, c'était de parvenir à un aboutissement fondé de près ou de loin sur le partage. Quand on dit paix contre territoire, ça veut dire quoi? Donc c'était un partage qui, à la fin des fins, serait vraisemblablement de nature étatique. Okay. Donc je pense que là, Arafat avait franchi
une ligne rouge. Je pense que, alors vous avez évoqué, tu as évoqué Jérusalem. C'est vrai que pour Israël, Jérusalem dans son intégralité réunifiée le 27 juin 1967, puis annexée ensuite en juillet 80, oui, bien sûr, c'est une ligne rouge. Après, je me souviens quand même de négociations à la fin des accords d'Oslo et de propositions de part et d'autre sur, alors non pas un partage de souveraineté, je pense que si tu me parles de la souveraineté israélienne sur Jérusalem, je pense que là, pour le coup, c'est une ligne rouge très épaisse. Mais attention, il y a plusieurs quartiers, plusieurs faubourgs, si vous voulez, arabes palestiniens dans l'ex-Jérusalem-Est, ex-jordanienne d'avant 67, bref, bon, dont on peut très bien imaginer qu'ils seraient reliés par une Cisjordanie devenue tout ou partie donc indépendante, État de Palestine, okay, reliés par ces fameux corridors, mais le terme n'est pas joli, mais on peut employer un autre terme, okay, par une partie du landscape, par des routes, par ce que vous voulez, okay, autonome, alors démilitarisé, mais autonome, sachant que les citoyens, les résidents de Jérusalem-Est, par des Palestiniens bien sûr, les citoyens palestiniens seraient administrativement rattachés à l'État de Palestine. Écoutez, ma foi, ça s'est fait dans l'histoire, quoi. Alors là, à ce niveau-là, qui des deux camps transgresserait une véritable ligne rouge? Je ne sais pas. Est-ce que ce ne serait pas mordre dans les deux cas une ligne qui serait devenue orange? Prenons un autre cas de figure très important parce que il y a deux dossiers, les deux dossiers les plus compliqués, c'est Jérusalem et c'est les réfugiés. Bon, un leader palestinien n'accepterait sans doute jamais, sauf à risquer de se faire rabattre dans les prochaines heures, dans les heures qui suivent, un accord de paix définitif avec Israël qui n'inclurait pas au moins la mention, je ne parle pas de la réalité, la mention des réfugiés palestiniens de 1948 et de leurs descendants. Bien sûr que pour Israël, c'est une ligne rouge parce que les Israéliens craignent comme la peste, et ils n'ont pas tort, sur le plan démographique, de devoir un jour accueillir non seulement les réfugiés de 48, mais également des enfants, des petits-enfants, qui d'ailleurs ne sont pas considérés en principe, en droit international, comme des réfugiés. Bref. Mais enfin, mentionner un fait, ne pas nécessairement revendiquer les droits afférents à cela, en échange d'une compensation de la communauté internationale ou territoriale, ou cadastrale, ou diplomatique, que sais-je encore. Enfin, je vais vous dire, à peu près tout est possible. À peu près tout est possible. À peu près tout est négociable. Donc seuls les rapports de force, finalement, peuvent bousculer ces fameuses lignes rouges établies en début de négociation, quoi. Là, tu viens de parler d'or. Les rapports de force, et j'en parle beaucoup dans mes bien modestes bouquins, les rapports de force sont le b.a.-ba, sont le blé avec lequel on fait la pâte de la pizza géopolitique. Il n'y a pas de géopolitique sérieuse sans l'étude, sans l'analyse des rapports de force. On peut déplorer des rapports de force, on ne peut pas les balayer d'un revers de main. Entre parenthèses, je ne suis pas compétent pour en parler, donc j'en parle pas, mais j'en dis quand même un mot. Je pense que c'est à peu près vrai dans tous les secteurs d'activité humaine, depuis Sumer, voire les Cro-Magnons. Ça, c'est parenthèse fermée. Mais notamment, évidemment, dans la dimension économique. Mais parenthèse fermée. Mais en géopolitique, bien sûr, les rapports de force. Maintenant, moi, je prône en géopolitologue humaniste. C'est comme ça que je veux me qualifier, et certainement pas cynique. Je pense que les rapports de force, autrement dit, ce substrat fondamental sur lequel s'appuient les constantes dans les prises de décision géopolitiques, ces rapports de force doivent laisser quand même la place la plus importante, mais je ne suis pas naïf, c'est toujours une petite place, mais au moins une place à des variables éthiques ou à des variables morales ou à des variables humanistes de prise de décision. Voilà. Moi, je pense que ce n'est pas parce que la constante, comme le disait Hegel, les États n'ont que des intérêts. Je citerai Nietzsche aussi, les États sont les plus froids des monstres froids. C'est peut-être pas faux. Mais en tout cas, en dépit de ces réalités, que je ne nie pas, je ne suis pas naïf, il y a 27 ans que j'enseigne la géopolitique, mais en dépit de cela, de cette réalité-là, très humaine finalement, très politique et très humaine, on doit pouvoir, surtout dans des États qui s'affirment démocratiques, on doit pouvoir établir un coin, faire rentrer une variable de prise de décision qui ne serait pas exclusivement liée aux intérêts bien compris, mais à la morale et à l'éthique. C'est quelque chose qui me parle. Et je pense que, alors c'est vrai pour ce conflit, mais c'est vrai pour tous les conflits, je pense qu'on devrait encourager les diplomates, les géopolitologues, les simples citoyens, devraient encourager ce genre de variables dans les prises de décision, de variables qui ne seraient pas exclusivement fondées justement sur la froide analyse des rapports de force.
D'accord. Je vais vous demander de traiter, peut-être on a deux questions là. Une question de Marius: comment visualisez-vous la politique très offensive du gouvernement actuel mené par Benyamin Netanyahou? Et ensuite, une question de Benjamin: dans le contexte politique actuel israélien, quel objectif le Likoud aurait de favoriser la paix? Est-ce que vous pourriez répondre assez de manière un peu rapide, parce qu'on a pas De mal de manière rapide questions et qui arrivent concise. ensuite. D'accord. Bah, en fait, non, mais Exactement. je vais réunir les deux questions qui sont très bonnes, mais qui sont de même nature. Le gouvernement israélien, les gouvernements israéliens sous l'égide de Netanyahou depuis presque 10 ans maintenant, sont très nationalistes. Et le centre de gravité de ces gouvernements, c'est donc évidemment le Likoud, voire même la droite du Likoud, mais ils sont alliés, puisque vous savez que le mode de scrutin à la proportionnelle intégrale en Israël impose, bien évidemment, un peu comme sous la Troisième ou sous la Quatrième République, de manière plus forte encore, impose des coalitions. Bon, la gauche israélienne étant ce qu'elle est, c'est-à-dire effondrée et atone et extrêmement divisée, c'est le centre de gravité de ces gouvernements, donc est très, très nationaliste, mais les alliances, les partis alliés de Netanyahou sont en plus de cela, des partis religieux, voire ultra-orthodoxes. Bon. Euh, le statu quo, pour ces partis-là et pour M. Netanyahou, est relativement, voire très favorable. Au fond, l'économie, globalement, hein, je parle avant Covid, l'économie fonctionne bien. Israël s'est hissé, je crois, dans le top 16 ou 17 des puissances économiques mondiales. Sur le plan du high-tech, Israël est sur le podium. Sur le plan diplomatique, on voit bien des ouvertures, et on les a encore vues de manière spectaculaire il y a quelques semaines dans le golfe arabo-persique. C'est vrai aussi avec l'Inde, la Chine, etc. Et une Europe qui finalement est beaucoup plus favorable à Israël aujourd'hui qu'elle ne l'était finalement à l'époque de Venise en 1980. Bon, ben, pourquoi voulez-vous qu'un nationaliste israélien ou qu'un sympathisant nationaliste israélien, considérant que la Judée-Samarie fait partie intégrante d'Eretz Israël et que les Palestiniens peuvent bien continuer à y vivre tant qu'ils veulent, mais ça doit rester sous souveraineté israélienne, pourquoi voulez-vous que ce secteur de l'opinion et que ces gouvernements se hâtent de changer le statu quo, puisque le statu quo est favorable? Je ne peux pas vous répondre de manière plus claire et plus objective. D'accord. On a une question de Ewen ensuite qui nous dit: qu'en est-il du gouvernement d'union nationale de 2014 entre le Fatah et le Hamas, rejeté immédiatement par Netanyahou, qui en réponse a relancé la colonisation? Alors, pardon, je me permets de corriger. Rejeté par Netanyahou, mais Netanyahou n'a pas grand-chose à rejeter parce que lui, il est israélien, il n'est pas palestinien. Donc, si les Palestiniens arrivent à l'ONU, arrivent à Washington, arrivent à Paris avec un front ou une équipe unie, et qu'on les accepte comme tels, bah, M. Netanyahou, il faudra bien qu'il discute avec. Et s'il ne discute pas, on le pointera du doigt en disant que c'est le mauvais élève. Non, non, attendez, le problème, c'est qu'en moins d'une décennie, il y a déjà eu 9, vous m'entendez bien, 9 tentatives de rabibochage, on va appeler ça comme ça, pardon, le terme n'est pas très adéquat, ou de réconciliation entre le Hamas et l'autorité palestinienne. 9 en une décennie, pratiquement une fois par an. Et à chaque fois, au bout de quelques semaines, exceptionnellement, je crois, ça a pu durer quelques mois, il y a quelques années de cela, bon, pardon, je n'ai plus la date, mais ça casse. Et ça casse sur l'essentiel quand même, hein, sur le dur que j'évoquais tout à l'heure. Donc, écoutez, Netanyahou qui rejette la discussion avec le Hamas, c'est vrai, mais vous savez que la quasi-totalité des chancelleries et le quartet, hein, le quartet, c'est cette fameuse organisation un peu hybride internationale chargée du processus de paix. Bon, eh bien, composée de l'ONU, de l'Union européenne et des grands. Le quartet ne veut pas discuter avec le Hamas. Donc, pourquoi Netanyahou le ferait? Vous voyez, là encore, ça me paraît très hallucinant. Mais attendez, même un Premier ministre de gauche, puisque je rappelle que Netanyahou, en vertu des accords conclus l'an passé, au début de l'année 2020, avec Benny Gantz, donc son challenger lors de 3 scrutins successifs, hein, en vertu de cet accord, dans un an environ, M. Netanyahou n'est plus au pouvoir. Alors on verra ce qui se passera. Mais en principe, c'est plus lui. Si c'est plus lui, on aura vraisemblablement un gouvernement qui se rapprochera du centre, peut-être du centre droit. À mon avis, il sera assez centriste. Bon, donc avec des personnalités plutôt centre, voire même centre gauche, avec éventuellement Lapide. En tout cas, même cette tendance centriste ou centre gauche en Israël refuse catégoriquement de négocier avec le Hamas. Et cerise sur le gâteau, je pense que ces gouvernements israéliens, quels qu'ils soient, continueront de refuser à discuter avec le Hamas pour ce qu'il est, pour ce qu'il prône de négatif et de destructivité, mais aussi et peut-être surtout parce que l'autorité palestinienne ne le veut pas. Comprenez, on a affaire à un jeu à 3. Quand on me dit, mais alors, le camp israélien, le camp palestinien, j'arrête tout de suite. Ce n'est pas vrai. Il y a le gouvernement israélien, qui lui-même d'ailleurs n'est pas toujours très, très uni, et le Hamas et l'autorité palestinienne. C'est un jeu à 3, en réalité, auquel on assiste depuis maintenant
quelque part 2 décennies dans la région. On a une question de Katharina, moi je voulais y venir, sur les colonies israéliennes et du coup le fait, Katharina nous mentionne que Israël finalement se satisfait bien du statu quo puisqu'elle base en fait sa politique démographique sur ce statu quo pour faire perdurer les générations et pour pouvoir, comme elle dit, s'accaparer ces terres, gratter peu à peu à la Palestine, nous dit Katharina. Alors, il y a 2 choses. D'abord, il y a un aspect, historique, politique, éthique et moral. Des Juifs doivent pouvoir disposer du droit de vivre sur cette terre, autant que des Palestiniens vivent en Israël. Je veux dire des Palestiniens d'Israël, des citoyens israéliens, mais enfin, eux se considèrent comme Palestiniens, donc on va les appeler les Palestiniens d'Israël. Le problème, c'est que, bien évidemment, la souveraineté sur ces implantations, elle appartient à Israël. Et que, évidemment, ces gens-là ne se revendiqueront jamais le jour où il existera un État palestinien indépendant, ils n'y resteront pas. Il est bien évident qu'ils refuseront de devenir palestiniens. Là-dessus, j'en conviens, c'est une évidence. C'est la raison pour laquelle aucune implantation n'est restée dans le Sinaï égyptien, ni dans la bande de Gaza palestinienne, par définition. C'est une évidence. Ces gens-là préféreront partir et rentrer, du coup, en Israël, dans ses frontières internationalement reconnues. Bien. Mais attention, c'est lorsque Mahmoud Abbas dit, mais de toute façon, le jour où il y aura un État palestinien, il n'y aura plus aucun juif dans l'État de Palestine, ça pose un vrai problème. Ça pose un problème de représentation de, comment dirais-je, de ce à quoi correspond l'autre. C'est-à-dire qu'on considère l'autre, avec un A majuscule, le juif sioniste, comme finalement toujours un envahisseur. Et là, s'il est envahisseur aussi à Tel Aviv, ça pose beaucoup de problèmes. Et là, vous comprenez bien que pas un Israélien, même d'extrême gauche, n'accepterait ce genre de questionnement. En revanche, sur le deuxième point qui est extrêmement concret, l'accaparement de la terre, mais encore une fois, si un processus de paix est remis sur les rails, ce que j'espère vivement, je vous l'ai dit, si on négocie, ça signifiera bien qu'il y aura des compromis. Compromis du côté palestinien, mais compromis aussi du côté israélien. Et les dernières cartes en date, en quelque sorte, qui là aussi remontent à ces négociations informelles de tabac en janvier 2001, eh bien, indiquent la chose suivante, que les Israéliens, du moins une partie importante des Israéliens, acceptaient de ne conserver que 4 blocs, les fameux blocs d'implantation. Vous savez que les implantations n'ont pas été balancées comme ça n'importe où dans la nature. Donc, vous avez 4 blocs. Vous avez 3 blocs autour de Jérusalem, pour faire très simple, et un 4e au niveau d'Ariel, un peu plus au nord, en Cisjordanie, peu importe. Les 3/4 des Israéliens implantés en Cisjordanie vivent dans ces blocs. Les 3/4. Les 3/4. Les autres Israéliens sont implantés dans des implantations qui, en général, sont beaucoup plus petites, qui parfois sont extrêmement petites, okay, et qui se situent dans une territorialité, ou au cœur d'une densité palestinienne beaucoup plus importante. Donc, le jour où il y a négociation sérieuse, avec perspective de règlement du conflit sur tous les points qui sont en litige, alors là, je suis en train de vous parler évidemment du Nirvana, parce que vous voulez que je vous dise, on n'y est pas, j'en suis très triste. Il n'empêche que ça a déjà été entrepris, des processus de paix ont déjà été entrepris. Eh bien, ce jour-là, il y aura très vraisemblablement l'acceptation par Israël, même la mort dans l'âme, mais enfin acceptation, sinon ce ne sera pas, d'une partie des revendications palestiniennes, à savoir la possibilité de créer un espace palestinien indépendant, cohérent, sans multiplication quand même des corridors, et encore une fois, souverain. Et de ce point de vue-là, les Israéliens le savent bien, un certain nombre d'implantations devront être démantelées. Bon, que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche. Je ne peux pas, chère Katharina, te dire mieux. C'est-à-dire que ça a déjà été fait dans la bande de Gaza. Et à l'époque, on me posait la même question, très juste, sur l'établissement des Israéliens pour plusieurs générations. Elles sont où les générations d'Israéliens dans la bande de Gaza? C'est fini, c'est fini. Et puis c'est définitif. C'est-à-dire que je connais assez bien la société israélienne pour vous dire que Gaza, les Israéliens, si vous voulez, il faut vraiment en chercher pour trouver des Israéliens qui souhaiteraient revenir à Gaza. Ça, vraiment, j'en atteste. Ça se fera à condition qu'un processus de paix soit enfin rétabli. Et de ce point de vue-là, je suis quand même
plus optimiste qu'il y a quelques jours, enfin j'espère pouvoir l'être, parce qu'un vrai processus de paix ne peut pas se réenclencher sans l'intervention forte de Washington, parce que les États-Unis dans la région disposent de relais extrêmement importants, infiniment plus importants que les relais dont disposent l'Europe, la Russie ou la Chine. Vous avez parlé de Washington, c'est très bien. Il y a eu les élections américaines il y a une semaine pour élire un nouveau président. On va partir, même si on n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements d'ici là, puisque Mike Pompeo, vous avez dû le voir, a annoncé hier qu'on se dirigeait vers une transition en douceur vers le second mandat de Trump. On va partir du principe que Biden lui succédera en tout cas. On sait que Trump entretenait de très bonnes relations avec Netanyahou. Netanyahou a directement qualifié Biden de grand ami d'Israël. Qu'est-ce que cette élection, ce changement à la Maison-Blanche va provoquer dans les relations entre les États-Unis et Israël, et qu'est-ce que ça va pouvoir modifier au Moyen-Orient? Très bonne question, la plus actuelle, la plus brûlante, la plus contemporaine. En géopolitique, on a le cosmétique et on a les tendances lourdes. Ça ne veut pas dire que le cosmétique n'est pas important, mais les tendances lourdes, elles prédominent. Bon, parlons du cosmétique, parlons des effets rhétoriques, de la sémantique, du caractère spectaculaire et en même temps très imprévisible de Trump. Il est vrai que pour Netanyahou, c'est une mauvaise nouvelle, parce que Trump était à peu près inconditionnel de ce que demandait Benjamin Netanyahou. À partir de là, j'ai plusieurs nuances très fortes. D'abord, quels sont concrètement les cadeaux faits par Donald Trump à Israël? Là, je ne parle pas de M. Netanyahou uniquement. Pour l'instant, il est au pouvoir. Je parle de l'État d'Israël de manière générale. Il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Vous savez qu'en Israël, au moment où ça s'est fait, cette reconnaissance, de manière très solennelle, en Israël, il n'y a eu aucun mouvement d'opinion. Il n'y a pas eu de danse dans les rues. Il n'y a pas eu de manifestation favorable à M. Trump. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de tribune le félicitant. Il n'y a pas eu de fête organisée en sa faveur. Pardonnez-moi de parler de manière un petit peu franche, les Israéliens s'en fichaient. Parce que les Israéliens, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux, considèrent que Jérusalem leur appartient de droit et de droit historique, qu'ils l'ont conquise, ce qui n'est pas faux, en 67, enfin je veux dire la partie orientale en 67, et d'ailleurs la partie occidentale aussi en 48, parce que ce n'était pas gagné face à la Légion jordanienne, qu'ils l'ont annexé et réannexé, qu'ils l'ont peuplé, et qu'un président étranger, fût-il américain, le reconnaisse, comme on dit en Israël, Boker Tov, c'est-à-dire que bonjour, joyeux matin pour parler de manière extrêmement littérale, en gros tu viens de te réveiller, c'est sympa. Les Israéliens s'en fichent complètement. 2. La reconnaissance du plateau du Golan, conquis donc par Israël au détriment de la Syrie en 67. Mais attendez, là c'est encore plus spectaculaire. Les Israéliens ont conquis de haute lutte le plateau du Golan en 67, ils s'y sont battus en 73 en stoppant un peu plus de 2000 chars syriens qui tentaient de déferler sur la Galilée. Le Golan, vous ne trouverez pas, auquel d'ailleurs j'avais consacré un bien modeste ouvrage en 1999, voilà, chez Flammarion, c'est dit, le seul en langue française à ce jour, le plateau du Golan, les Israéliens, dans leur écrasante majorité, sinon dans leur totalité, considèrent que c'est fait, et c'est fait depuis longtemps. D'ailleurs, il a été annexé et réannexé. Alors que M. Trump le reconnaisse ou pas, les Israéliens s'en fichent. Qu'est-ce que ça change fondamentalement au Proche-Orient? Vous croyez vraiment que Trump modifie le rapport de force entre Israël et une Syrie de M. Bachar el-Assad qui, demain, pourrait revendiquer le plateau du Golan? Enfin, c'est ridicule. Plus personne au monde ne croit que le Golan reviendra un jour à la Syrie, si tant est que la Syrie existe encore. 3. M. Trump a présenté donc un plan, le deal du siècle, qu'il n'est pas réalisable en État. En l'État, c'est pas réalisable. C'est pas réalisable. C'est pas un plan de paix sérieux. Je dis pas qu'il est gentil ou méchant, je dis qu'il n'est pas sérieux. Et alors bien sûr, il épouse une grande partie des thèses de Benjamin Netanyahou, qui donc s'est félicité de ce plan. Sauf que s'il n'est pas applicable sur le terrain, ça vaut quoi? Ça vaut qu'un président américain a marqué d'une pierre blanche le Proche-Orient en proposant un plan inapplicable? Non, parce que M. Biden ou quelqu'un d'autre pourra ou aurait pu proposer un plan de paix qui revenait sur celui-ci, que du coup on aurait oublié, parce que le suivant aurait été beaucoup plus sérieux. Écoutez, je vais vous dire, ce ne sont pas des cadeaux extraordinaires. D'abord, ça ne coûte rien à l'administration américaine. Ça rapportait beaucoup à Trump, qui du coup flattait les évangélistes, notamment sur la question de Jérusalem.
Alors bien sûr, ça permettait à Netanyahou de dire en interne à son opinion publique, regardez à quel point j'ai l'oreille de l'homme le plus puissant du monde. Hein, bon. Oui, certes, sauf que ces cadeaux, encore une fois, ne changent pas, je veux dire, sont précieux aux yeux de Netanyahou, si vous voulez, mais ne changent pas fondamentalement la donne. Et je voudrais insister donc sur ma nuance, hein, creuser mon sillon en quelque sorte, en disant ou en rappelant, et je pense que vous le savez, que les chasseurs bombardiers F-15 dernier cri livrés à Israël l'ont été sous M. Barack Obama. Que jamais, vous m'entendez bien, un spécialiste de la question qui vous parle, jamais, plus que sous la double présidence de Barack Obama, les États-Unis n'avaient été proches d'Israël à tous égards. À tous égards. Ces derniers jours, je lis dans la presse des articles qui ne sont pas faux, qui rappellent que Obama, juste avant de partir, avait donné comme consigne à son ambassadrice à l'ONU pour mission de s'abstenir, autrement dit de laisser Israël se faire tancer, enfin se faire condamner, sur la question des implantations. Bon, oui, enfin, tout ça n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Est-ce qu'une escadrille de F-15 livrée à Israël est plus ou moins importante qu'une résolution qui ne changera rien dans la région sur la question totalement secondaire aux yeux de Washington, de Moscou, de Pékin et de Bruxelles des importations? On a perdu le sens, le sens de la mesure, ou en tout cas des priorités géopolitiques. Je résume. Tout ça pour vous dire que Trump, oui, était très important pour Netanyahou, surtout, encore une fois, à usage interne. Maintenant, il était surtout très imprévisible. Parce qu'entre nous soit dit, un deuxième mandat de Trump, j'allais dire, j'aurais pas demandé à voir, mais rien ni personne ne peut et ne pourra jamais démontrer qu'il n'aurait pas fait, sinon l'inverse, en tout cas autre chose que ce qu'il avait fait lors de son premier mandat. Vous comprenez, l'imprévisibilité, c'est ça aussi. Biden fait partie de cette famille démocrate, de la droite du Parti démocrate, à laquelle appartient les Clinton, mari et épouse, ainsi que beaucoup d'autres personnalités politiques américaines extrêmement favorables à Israël. Je ne crois pas qu'il y ait de famille politique, même chez les républicains au fond, hein, plus favorable à Israël que la droite de ce Parti démocrate. Si vous ajoutez à cela que Joe Biden a eu déjà à intervenir, et déjà en faveur d'Israël, à l'époque de la guerre du Kippour, une guerre très très dure pour Israël, en 1973, aux côtés de Golda Meir. Ça ne nous rajeunit pas quand même, hein, tout cela. Bon. Et qu'il s'est toujours beaucoup intéressé par cette région et ce conflit, qu'il n'a jamais dit quoi que ce soit en défaveur d'Israël. Cerise sur le gâteau, il est à peu près évident aujourd'hui, on verra bien, enfin, il est à peu près évident que le Sénat sera quand même à majorité républicaine. Autrement dit, de toute façon, quand bien même Biden déciderait de taper du poing sur la table en se fâchant rouge contre un Netanyahou qui, je le répète, dans un an, en principe, n'est plus au pouvoir. Bon. Tout cela étant déjà à peu près invraisemblable, il aurait affaire de toute façon à un Sénat et d'ailleurs à un Congrès de manière générale extrêmement favorable à Israël. On l'a vu ces dernières années, d'ailleurs, toutes tendances confondues. Donc, Netanyahou, oui, bon, de toute façon, en principe, il ne brigue plus le pouvoir. Je le répète une dernière fois, dans un an, il n'est plus au pouvoir. Donc, pour Netanyahou, c'est un revers, c'est incontestable, mais pour Benny Gantz, qui devrait en principe prendre le pouvoir l'an prochain, et pour des ministres, pour certains déjà en place d'ailleurs, qui sont centristes ou centre-gauche, j'ai presque envie de vous dire que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'au moins, on aura une administration à la fois favorable, mais sérieuse, crédible, avec laquelle discuter. D'accord, on va essayer d'avancer puisqu'il nous reste plus énormément de temps. On a Ewen qui nous demande, qui vous demande, que pensez-vous de la perspective d'un État binational, surtout que dans l'état actuel des choses, avec un gouvernement du Likoud et la montée de Yamina, avec Naftali Bennett, la perspective d'une solution à deux États semble s'éloigner. A-t-elle déjà été possible? Question d'une bonne connaisseuse de la région, manifestement, et notamment du giron politique israélien. Je vais vous dire, je n'y crois pas. Je n'y crois pas à la solution de cet État unique, mais simplement d'abord parce que les Palestiniens perdent toute possibilité d'indépendance. Alors là, pour le coup,
Alors, je veux bien qu'on parle de démographie depuis des années, de très très longues années, sauf que les démographes, les pauvres, je ne leur jette pas la pierre par définition. Ils travaillent sur une discipline dans laquelle on se trompe tout le temps. On ne peut pas prévoir l'avenir. Bon, donc, on établit des plans sur la comète et en général, la comète se trompe. Bon. Donc, le taux de fécondité, par exemple, entre les femmes juives d'Israël et les femmes arabes d'Israël, il a évolué de telle sorte qu'aujourd'hui, les femmes juives israéliennes font plus d'enfants que les femmes arabes israéliennes. Bon, il y a encore quelques années, on m'aurait pris pour un dingue si j'avais annoncé ça. Je ne suis pas démographe, je ne fais que lire les rapports des démographes. Pareil, dans une grande partie du monde arabe, y compris chez les Palestiniens, où la transition démographique elle est en train d'être faite. On est en train de passer sous la barre des 4 enfants par femme dans sa vie. Bon, donc, ça change beaucoup de choses. En tout cas, les Palestiniens, la solution d'un seul État, ils seront fondus dans un État d'Israël dans lequel ils seront 40, 45, peut-être un jour 50%, mais même plus d'ailleurs. Et on pourra toujours accuser de l'extérieur Israël de mener une politique discriminatoire si Israël ne donne pas à ce moment-là les mêmes droits aux citoyens palestiniens. Oui, enfin, sauf que pour ces Palestiniens-là, ça fera à ce moment-là une belle jambe. Ils n'auront pas, de fait, le pouvoir. Alors, ils pourront toujours stigmatiser l'État dans lequel ils vivent. Ils n'auront pas eu, finalement, après décennies de revendications et de lutte, d'État souverain. Donc, les Palestiniens, en réalité, n'en veulent pas. Même lorsque, très intelligemment, Saïb Erekat, qui vient de mourir d'ailleurs, il y a quelques heures de cela, même lorsque Saïb Erekat, qui était un très pragmatique et un modéré, un négociateur palestinien, le négociateur en chef, disait aux Israéliens, attention, parce que si vous continuez comme ça, alors nous, on vous remet les clés. Il disait à la fois en hébreu et en arabe, c'est très rigolo, on vous remet les clés, mais attention, ça veut dire que vous prenez la responsabilité du ramassage des poubelles, notre voirie, vous occupez de nos gamins, vous occupez de nos pauvres, vous occupez de nos mosquées, etc. Vous occupez de tout. Bon. Vous comprenez bien que pour les Israéliens, c'est juste un cauchemar. C'est un cauchemar. Ils ne veulent pas gérer la vie quotidienne des Palestiniens. Donc, les Palestiniens, fondamentalement, ne veulent pas de la solution à un seul État parce que ça signifie renoncer à leur rêve, évidemment, d'indépendance. Et au sein de cet État, de toute façon, ils ne disposeront pas d'un rapport de force politique et encore moins économique favorable. Les Israéliens, dans leur immense majorité, n'en veulent pas et n'en voudront pas. Notre ami internaute a raison d'évoquer Yamina, donc la droite radicale israélienne, et Naftali Bennett. Mais en réalité, même Bennett, il évoque le statu quo, mais il n'évoque pas la possibilité d'un État unique sans aménagement. Il faut qu'il y ait au moins des aménagements, parce que même Bennett sait très bien que cet État unique, à terme, il sera majoritairement arabe, même si ça prend encore 50 ans. Mais c'est à peu près évident, sauf à imaginer l'alia de 5 millions de juifs américains. Bon, pour l'instant, on n'y est franchement pas encore. Bon. Donc, ce sont des gens… Écoutez, Menachem Begin, que j'évoquais tout à l'heure, bon, tous les coudes futiles à l'époque, et il considérait bien sûr qu'Eretz Israël s'étendait jusqu'au Jourdain et qu'il ne renoncerait jamais à la Judée-Samarie, comme il l'appelait. Bon, très bien. Mais Menachem Begin ou son successeur Yitzhak Shamir, tout aussi nationaliste, n'ont jamais annexé la Cisjordanie. Posons-nous la question. Netanyahou n'a jamais annexé la Cisjordanie. Personne n'a jamais annexé la Cisjordanie. Même les plus droitistes ou les plus nationalistes, pro ou proches des religieux, en Israël. Pour quelle raison ? Parce que sinon, on se ferme la porte à la possibilité de trouver quand même des arrangements. Alors, on ne va pas appeler ça État palestinien. Bon, d'accord, on va appeler ça autrement. Mais à peu près personne en Israël ne veut de cette solution. Et j'ajoute un point important, si vous le permettez, ce serait la fin du sionisme. Le sionisme, c'est une forme de nationalisme, alors très, très baroque, très hybride, on pourra y revenir, j'ai consacré des livres et un nombre incalculable d'heures à ce mouvement politique très, très passionnant, à mon avis parfaitement légitime. Les Juifs ont le droit, comme les Palestiniens, comme les Français, comme les Liechtensteiniens, de percevoir, de se représenter comme un peuple. Bon, qui dit peuple, dit droit à un État, je n'invente rien, c'est la Charte des Nations Unies. Donc de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a absolument aucun problème. Mais attention, le sionisme implique quand même une majorité, voire une forte majorité juive, pas une exclusivité, personne ne l'a jamais dit, même Vladimir Zeev Jabotinsky, le fondateur de la droite nationaliste israélienne, n'a jamais parlé d'une exclusive ethno-religieuse juive en Eretz Israël, jamais. Mais au moins une majorité ou une forte majorité, simplement pour que les lois et les traditions, les us et coutumes, la dimension mémorielle, etc., de la majorité de la population, tout de même, soient faites par et pour le peuple juif. Bon, très bien. Un État unique, c'est la fin du sionisme. Parce qu'à terme, c'est la fin de la majorité juive, d'une part. D'autre part, c'est l'acceptation du partage de référents, très intéressant, mais les référents palestiniens, en tant que palestiniens, en tant qu'arabes, en tant que musulmans, en tant qu'un tout petit peu chrétiens, ne sont absolument pas ceux
voulu par les fondateurs du mouvement sioniste. Donc, on serait dans une espèce de, si vous préférez, de dilution, pas seulement culturelle ou démographique, mais dilution politique sur la base du projet originel, qui était bâtir un foyer national, puis un État-nation pour le peuple juif dans la Palestine mandataire, c'est-à-dire en Eretz Israël. Et c'est la raison pour laquelle les Israéliens n'en veulent pas. Parce que dans les années 90, les années d'Oslo, on me parlait beaucoup de post-sionisme. En réalité, j'en ai jamais vu la couleur. La société israélienne, je parle des Juifs d'Israël, sont extrêmement sionistes, extrêmement favorables au maintien de cette... Elle évolue, elle devient de plus en plus religieuse notamment, mais enfin, de cette doctrine visant, encore une fois, à faire des Juifs non plus seulement les membres d'une religion pendant 18, 19, 20 siècles de diaspora forcée, mais de nouveau un peuple de retour sur sa terre, pour schématiser. Bon. Et bien ça, avec un État unique qui inclurait plusieurs millions de Palestiniens, c'est-à-dire de non-juifs, ce sera la fin du rêve. Alors la fin du rêve des deux côtés, j'y crois pas. J'y crois pas. Pour conclure, l'État binational, ça a un intérêt pour personne puisque les Palestiniens perdraient une partie de leur influence et puis les Israéliens, à long terme, ce serait catastrophique pour eux au niveau démographique. Donc, ils seraient dans une guerre démographique. La solution à deux États est extrêmement compliquée puisque du coup, l'État de Palestine viendrait sur la définition de la Torah d'Eretz Israël et en même temps pour les Palestiniens, c'est pas concevable de laisser un tel compromis, des trop gros compromis à Israël. Finalement, elle se trouve où la solution? Est-ce qu'on pourrait conclure là-dessus? Oui. Non, mais la solution, je le maintiens, je le dis, je répète, mais j'affine en deux mots. C'est la solution à deux États. C'est pas à court terme. Alors, pour le coup, à court terme, je partage votre scepticisme, le tien et celui, manifestement, je l'entends et je le comprends, de beaucoup de nos questionneurs. À court terme, toutes les conditions ne sont pas réunies. Si tant est que Biden ait coup des franches et la volonté d'en faire une priorité, ce qui reste encore à voir. Bon, mais ce serait qu'une des conditions à réunir. À court terme, je suis sceptique, je ne suis pas optimiste à court terme. Les conditions pour l'instant ne sont pas réunies. Mais à moyen et long terme, je suis optimiste. Pourquoi? Mais vraiment, je résume, c'est promis. Parce que des deux côtés, on ne souhaite pas autre chose. Parce que des deux côtés, rien n'a jamais démontré, et aucun institut de sondage n'a jamais démontré, qu'on souhaitait autre chose que le maintien ou que l'accession à un État indépendant. Premier point. Deuxième point, ça ne sera pas, encore une fois, deux États strictement identiques du point de vue des prérogatives, l'un à côté de l'autre, avec une frontière bien ciselée de manière définitive, fermée. Et ben, on peut très bien imaginer des aménagements. Penser que des fédérations ou des confédérations existent dans le monde et que certaines fonctionnent. Pensez que là, pour l'instant, on n'a pas évoqué la Jordanie, mais la Jordanie voisine pourrait et devrait vraisemblablement, notamment sur le plan économique, être impliquée dans une fédération, une confédération. Pourquoi? Parce que la majorité des citoyens, ou des sujets de Sa Majesté plutôt, en Jordanie, sont des Palestiniens et que la frontière, elle est gigantesque entre les deux pays. Imaginez qu'on puisse parfaitement établir deux États, mais dont l'un serait démilitarisé, sachant qu'une partie de la population palestinienne de l'État d'Israël pourrait être administrativement, comme je l'évoquais, rattachée à l'État de Palestine. On peut très bien imaginer que des implantations, mais du coup qui n'en seraient plus, qui seraient des villages juifs, seraient, eux, administrativement rattachés à l'État d'Israël. Donc, on peut imaginer en réalité des solutions qui s'inscrivent toujours dans ce cadre, les deux États, d'accord, mais qui serait un tout petit peu original. Et je voudrais conclure là-dessus en vous disant, enfin en citant celui que j'ai déjà mentionné une fois en tout cas, Ben Gourion. Dans les années 60, une équipe de journalistes occidentale était venue interviewer le Premier ministre israélien en lui demandant quelle était la solution à la question israélo-palestinienne. Et Ben Gourion leur avait répondu avec un humour légendaire assez churchillien, messieurs, si vous croyez qu'il y a une solution à ce problème, c'est que vous n'avez pas compris le problème. Bon, eh bien, moi, je pense qu'en réalité, Ben Gourion avait tort. On était dans une autre époque, une époque de guerre froide, une époque de confrontation strictement interétatique. Les Palestiniens, à l'époque, étaient
était un phénomène finalement à la marge. Hein. Là, on était dans les années 50-60, je le rappelle. Et il faudra faire mentir Ben Gurion. Je suis absolument convaincu qu'à moyen long terme, peut-être dès le moyen terme, les choses vont très très vite. Les rapports de force et les évolutions, je ne vais pas vous l'apprendre même si vous êtes très jeune, vont très très vite. Très très vite quand même, hein, ces dernières décennies. Hein. Je vous parlais à quelqu'un qui est né en 69 et donc qui a vu des évolutions se produire avec une rapidité tout à fait stupéfiante. À moyen terme, il faut conserver cette perspective, car je crois que non seulement c'est la meilleure, mais qu'elle est, et je le dis très sérieusement, absolument crédible. Très bien, merci beaucoup Frédéric Ancel pour cette intervention. Ça fait plus d'1h20 qu'on est en direct du coup sur Facebook. Donc pour poursuivre la réflexion, bien évidemment, hein, un modeste atlas géopolitique d'Israël, 6e édition, chez Autrement, entre autres, bien évidemment. Hein. Bravo. Entre autres, exactement. On rappelle aussi, on rappelle que vous sortez en septembre 2020, donc il y a 2 mois, l'ouvrage Les 100 mots de la guerre aux éditions Que sais-je. Et puis, on va remercier tout le monde sur le live d'avoir été attentif à votre intervention et passionné par cette intervention. On le voit dans le commentaire, dans l'espace commentaire du live. Et puis, on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle conférence Espol Défense. Merci beaucoup à tous.